C'est bon. Allez, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce conseil municipal qui devrait être le dernier de l'année, sauf imprévu. Donc, je commence par l'appel. Alors, Boisdin-Lucie, procuration à Monsieur Hanol. Moulin Alexandre. Présent. Casteil Marie-Hélène. Présent. Hanol Didier. Présent. Adou Thérèse. Présent. Sanchez Maxime. Présent. Delaunay Sylvie. Absente. Maineris Bonfanti Karine. Présente. Massoto Thierry, procuration à Monsieur Sanchez. Almendros Marjorie. Présent. Louis Puitch, procuration à Monsieur Dadiès. Fréville Jocelyne. Présente. Baille Mathieu, absent. Aracil Christelle. Présente. Savine Éric, procuration à Monsieur Moulin. Dumec Isabelle. Présent. Bouscas Michel. Présent. Blondel Géraldine, procuration à Dumec Isabelle. Tubert Roland. Présent. Jobert Denis. Présent. Bagnoul Salvador. Présent. Et Gadave Christine. Présente. Alors, je vais nommer comme secrétaire de séance Isabelle Dumec. Nous allons voir le compte rendu du dernier conseil municipal qui était le 16 septembre. Donc, il y avait les renonciations au droit de préemption, rien de particulier. L'intégration de la commune de Corneilla-de-la-Rivière au périmètre de Perpignan Méditerranée Métropole. Et je me rends compte que dans le compte rendu, on répète 2 fois de la commune. De la commune de la commune. Donc, c'était le point numéro 1. Donc, nous allons être, à partir du 1er janvier, 37 communes à Perpignan Méditerranée Métropole. Le point numéro 2, c'était la convention d'ouverture au public et d'inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Le point numéro 3, c'était le rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes sur la délégation de services publics de l'eau et de l'assainissement. Le point numéro 4, c'était la convention financière portant organisation des modalités d'attribution des fonds de concours auprès de Perpignan Méditerranée Métropole. Le 4 bis, c'était la convention financière, toujours des fonds de concours restitution 2016-2022. Le point numéro 5, convention de partenariat entre la mairie, l'association Les Francas et l'association Solidarité Pyrénées pour l'intervention du pôle ressources Andavan 66. Le point numéro 6, c'était la valorisation du Conseil des enfants et des jeunes avec des avantages sur des inscriptions sur l'espace ado. Le point numéro 7, c'était un débat sur les orientations générales du PADD du PLU intercommunal. Et le point, il était long celui-là. Le point numéro 8, rétrocession dans le domaine public des voiries espaces verts du lotissement à la Fundelsort. Le point numéro 9, la dénomination de voirie et de rond-point. Le point numéro 10, la mission de maîtrise d'œuvre pour la rénovation du square Guimalet. Le point numéro 11, la restauration des œuvres de l'église Saint-Étienne, la convention avec le centre de conservation de restauration du patrimoine. Le point numéro 12, la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage à Perpignan Méditerranée Métropole et de modalités ultérieures de gestion de l'ouvrage pour l'aménagement des emprises de l'avenue de Nils, la route départementale 23A. En affaires diverses, on a évoqué une intervention pour la protection des hirondelles, les problématiques de déjection canine, l'inscription au service périscolaire. On a évoqué également des discussions qui avaient eu lieu sur les réseaux sociaux concernant les impôts fonciers et sur le stationnement. Alors là, il doit y avoir une erreur parce qu'il n'y a pas de place des hirondelles à Ponteilla. Donc j'essaie de réfléchir de quel lieu nous avions parlé. C'est la rue des Hirondelles. Sur la rue des Hirondelles, voilà, merci. Et la gestion des déchets avec également des problématiques de dépôt sauvage autour des colonnes. Alors, je pense que vous l'avez tous relu. Vous aviez tous vu d'ailleurs qu'il y avait place à la place de rue. Oui. Et est-ce que vous avez d'autres remarques sur ce compte rendu? Je suis désolé. Monsieur Jaubert. Au point numéro 3, moi je n'ai pas l'impression d'avoir dit que l'importance du maillage jusqu'à la commune de Tulle. On n'a pas de maillage avec la commune de Tulle. Avec la communauté de communes des Aspres. Communauté, Merci oui. Monsieur Jaubert. Voilà, hein, c'est pas Ouais. trouillasse. Rectificatif. Voilà.
Tout à fait. Pour savoir si moi j'étais... Non, non, mais bien vu. Bien vu, bien vu. C'est un maillage avec la communauté de communes des Aspres et non pas avec la commune de Thuir. Ouais. Donc ça apparaît dans le point numéro 3, lorsqu'on abordait la problématique de l'eau et le service public de l'eau. Vous avez retrouvé à quelle page c'était? La page 10. Page 10, allez. Le point numéro 3, vers la fin, je crois. Ah, je viens de m'en débarrasser. Non, non, mais c'est... Ok, c'est maillage avec la CC des Aspres. D'autres remarques? Peut-être au point numéro 9, éventuellement, dire quel est le rond-point qui va s'appeler le rond-point de la paix, quel est le rond-point qui va s'appeler celui des déportés, celui de la... Ça avait dit ça, Vous l'avez dit, ça. Oui, mais on les a, bien sûr, il y a eu des propositions. Ah, mais lequel des deux? Il n'y a pas eu de précision. Quel est le rond-point? Est-ce que le rond-point d'Arcane Ouest va s'appeler celui de la paix, de la libération peut-être on pourrait préciser pour ceux qui ne sont pas au courant. Mais ce n'est pas très important. Mais en annexe, il y avait un plan, je crois. Voilà, là on n'est que dans le compte rendu. En annexe du conseil municipal, il y avait un plan avec les différents ronds-points. Voilà. Alors, excusez-moi. Non, non, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas vu. Il ne faut pas oublier que ça, c'est le compte rendu qui est affiché, qui est envoyé à la préfecture, qui est succinct, mais il y a toujours toutes les annexes, qui sont d'ailleurs des fois assez importantes, donc avec des lectures très longues, mais donc il y avait fastidieuses, voilà. Pour certains. Hein. Pas pour tous. Je disais à M. Puntounet, le dernier conseil communautaire, il y avait plus de 1000 pages dans le rapport qui nous a Tout à envoyé. fait. Mais comment vous faites pour étudier tout ça? Tous les soirs. Tous les soirs. Toutes les nuits. Toutes les nuits. C'est impossible. Non, c'est fort heureusement. Voilà. Monsieur Joubert. Il les envoyait avant. Non, non, mais Monsieur Joubert, vous avez été conseiller communautaire suppléant, je crois, à un moment donné. Vous savez bien que quand on est aux affaires et quand on assiste à toutes les réunions, on est fort heureusement au courant des dossiers au fur et à mesure. Donc en général, quand on reprend les dossiers, on va chercher le petit détail qu'on a oublié ou qu'on ne connaît pas, mais c'est vrai qu'on ne parcourt pas tout. Mais depuis quelque temps, du moment que tout est numérisé, j'ai l'impression qu'on se régale dans l'envoyer plus qu'avant. Voilà. C'est possible. Et on n'étudie pas. Là, moi, quand vous envoyez des pages, je peux Badou, il l'a lu. Hein. je peux étudier beaucoup mieux, c'est tout. Et puis on essaie de concentrer plutôt que... Donc, avant que j'oublie de vous le faire voter, est-ce que quelqu'un est contre le compte rendu? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Allez, nous allons passer à l'ordre du jour. Donc, le premier point, c'est comme à l'accoutumée, les informations des décisions prises par délégation. Alors, il y a des renonciations à l'exercice de droits de préemption qui sont pour beaucoup sur le nouveau lotissement, mais pas que. Et par contre, il y a une décision du maire en date du 2 décembre 2024 d'exercice du droit de préemption sur une parcelle de 3290 mètres carrés au lieu dit Camps de las Aires. Cette décision s'inscrit dans notre projet de création, donc projet qui était dans notre document de campagne électorale en 2020, mais qui est aussi dans le dossier Bourg-Centre, de création de jardins familiaux partagés visant à renforcer la cohésion sociale, le cadre de vie, l'intergénérationnel, etc. Ça vient compléter les jardins existants qui sont aujourd'hui des jardins partagés et la possibilité de créer des jardins familiaux. Ce terrain est sur un site très proche de l'autre et il est sur un site qui est en zone fort risque inondation, je dirais. Donc on a vu l'opportunité de la vente de ce terrain pour développer ce projet. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision et qu'elle apparaît là, de préempter. Le prix de préemption proposé est inférieur au prix qui était décidé entre le vendeur et l'acheteur. La procédure suit les dispositions légales. La décision est notifiée aux parties concernées, affichée en mairie, inscrite dans le registre officiel. Et cette acquisition répond pleinement à nos engagements liés à l'aménagement durable porté par la commune. Voilà, comme ça vous avez cette information donc d'acquisition de ce terrain. Excusez-moi. Et finalement, l'ancien propriétaire, le propriétaire... Oui.
il avait l'intention de faire quoi, hein, ou le futur acheteur, il avait l'intention de faire quoi. Il faut savoir. De vendre. On ne sait pas. Avec l'acheteur. Mais on ne sait pas. Il n'y avait pas de projet, il y avait juste un acte de vente. Ouais, parce que moi, je me mets à la place du vendeur, entre 10 000 et 40 000. Oui, mais voilà, oui. Bon, faut-il aussi se mettre à la place de l'acheteur qui achetait un terrain non urbanisable? Je ne sais pas, c'est pour ça que je demande. Alors je ne sais pas trop quel était son projet. De toute façon, on n'a pas rencontré ni l'un ni l'autre là, puisque ce terrain correspond à la fois en superficie, à la fois en comment on appelle ça, en positionnement géographique à l'extension du projet possible des jardins partagés et familiaux. Voilà. Donc ça, c'était pour votre information. Le point numéro 1, alors, c'est l'approbation du projet Bourg-Centre Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Donc, non, ça c'est juste, c'est comme toutes les décisions, que ce soit une renonciation à un droit de préemption ou un choix de préemption, c'est une décision du maire dont je vous informe, c'est tout. Okay. Donc, concernant le point numéro 1, l'approbation du projet Bourg-Centre Occitanie Pyrénées-Méditerranée, donc je vous rappelle que ce projet dont vous avez eu toute l'annexe avec tous les tenants et tous les aboutissants a été travaillé depuis, je dirais, plus d'1 an, même 2 ans, avec l'appui de l'agence d'urbanisme catalane. Ce projet a été étudié en comité technique avec les différents partenaires, c'est-à-dire la région, le département Perpignan Méditerranée Métropole, et j'ai eu l'honneur de le présenter aux différents partenaires en présence de messieurs Puntounet et Anol au siège de PMM avec la présence de la région, de PMM et du département, et le dossier a été validé. Donc c'est un excellent travail qui a été fourni par nos services, par les élus, par l'ORCA, et qui nous permet d'avoir cette reconnaissance de la région. Donc on doit maintenant, nous, acter et valider ce projet. Il sera également validé le 16 décembre en conseil communautaire à Perpignan Méditerranée Métropole. Et donc ça nous ouvre, enfin, dirais-je, cette contractualisation avec la région, nous ouvre enfin, dirais-je, de nouvelles pistes de financement, puisqu'aujourd'hui tout passe par ce type de contrat. Et donc, nous pourrons prétendre, au fil des projets, demander des financements à la région, mais aussi à l'État. On le faisait déjà, mais à partir du moment où on rentre dans cette dynamique-là, il y a plus de possibilités. Également au département, en particulier sur tout ce qui est axé sur la renaturation. Également à Perpignan Méditerranée Métropole avec des fonds de concours, mais également d'autres pistes qu'on a déjà pu évoquer dans les comités de pilotage, comme l'Europe par exemple, ou d'autres financeurs. Voilà. Donc, ce projet Bourg-Centre, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il a fait l'objet d'un diagnostic important qui nous a permis de voir l'impact en attractivité territoriale qu'avait Ponteilla sur le secteur, à la fois économique, associatif, etc., avec les gens du secteur qui viennent sur la commune ou qui traversent la commune, qui ont certains qui ont leurs enfants scolarisés sur la commune. Ça faisait partie du diagnostic de démographie et du cadre de vie, les équipements, l'accessibilité, le patrimoine, l'environnement. On a vraiment posé tout ce qui existait à Ponteilla-Nils. Ensuite, il y avait les enjeux, ces enjeux forts dans lesquels nous sommes inscrits, de revitaliser et requalifier les 2 cœurs de village, Ponteilla et Nils, de parfaire et enrichir l'offre de services et d'équipements, de structurer le potentiel en tourisme rural et durable et d'accélérer la transition écologique. Je rappelle que le projet Bourg-Centre, c'est une vision du Ponteilla Nils de demain sur 5, 10, 15, 20, 30 ans. Et l'intérêt de ce travail, je l'ai dit dans le grand oral, je dirais qu'on a passé à PMM face à la région, l'intérêt, ce n'était pas que l'aspect financier, c'est ce qui a plu d'ailleurs aux partenaires. L'intérêt, c'était aussi que nous avons réfléchi sur comment on voyait le Ponteilla Nils de demain, où on voyait les infrastructures, où est-ce qu'on allait les placer, etc. Et c'est vraiment le projet sur le long terme. Donc, dans les axes, après on est rentré dans les détails, on a proposé déjà des fiches actions. Dans les fiches actions, il y a des projets
qui émergent, qui sont prioritaires. Il y a un tableau qui a été fait avec les priorités, à quel moment on voit les choses, etc. Et sur chaque axe, vous avez les projets, les actions et la temporalité. Voilà. Avec le premier projet, bien sûr, qui, on va en parler tout à l'heure, va être ces jours-ci envoyé aux différents partenaires. C'est le projet d'aménagement du square Guimalet, qui est celui qu'on a pu présenter et mettre en avant à la fin de la présentation de Bourg-Centre face à la région et aux partenaires. Voilà. Donc, tout ça pour dire que ce projet vise à dynamiser notre commune, tout en étant dans cet aspect de résilience, de développement durable, d'attractivité et surtout de vision, voilà, sur le long terme et d'aménagement des cœurs de ville. C'est ce que Priest a fait d'ailleurs. C'est ce qu'ont fait beaucoup de villages avant nous. 22 sur 26. Et finalement, de l'autre côté, le dernier contrat, 22 sur 26. Il a mis un peu Ouais. de trucs. Et je trouve que c'est pas dans le bourg quand même qu'il a fait. Voilà. Alors, il n'y a pas que le bourg. Oui, mais Nous, dans le projet, oui, mais dans le projet Bourg-Centre, on a des aménagements qui vont se trouver vers le boulodrome ou qui vont se trouver à l'extérieur du village. Donc, à l'ancienne gare, par exemple, en effet, merci Maxime. Donc, ça n'est pas que le bourg, mais tout est lié et la revitalisation des cœurs de ville fait partie des priorités, comme la renaturation d'ailleurs aussi. Voilà. Donc, sur ce projet Bourg-Centre, est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le projet numéro 2, c'est la convention relative aux mobilités de mise à disposition de moyens dans le cadre du PIX, du plan intercommunal de sauvegarde. C'est M. Moulin qui va vous en parler. Alors, merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, convention du PIX. Donc, la présente convention a pour objet de préciser les modalités de coordination et de mutualisation des moyens nécessaires à la gestion de crises impactant une ou plusieurs communes membres de Perpignan Méditerranée. Cette convention vise à préparer la réponse aux crises et à organiser la mutualisation des ressources nécessaires pour protéger la population. Les capacités intercommunales placées pour l'emploi à disposition d'une ou plusieurs communes dont le territoire a été sinistré relèvent de Perpignan Méditerranée Métropole, communauté urbaine, au titre de la solidarité communautaire et de la mobilisation des capacités communales au profit d'une ou d'autres communes s'effectue à titre gracieux. Le conseil municipal est appelé à approuver cette convention que vous avez tous reçue par voie dématérialisée, M. Jobert, relative aux modalités de mise à disposition des moyens dans le cadre du PIX entre Perpignan Méditerranée Métropole, communauté urbaine et les 36 communes membres, ainsi qu'entre les 36 communes membres de Perpignan Méditerranée Métropole, communauté urbaine, entre elles, dont Ponteilla-Nils, pour une durée d'1 an renouvelable par tacite condition, avec une prise d'effet à la date de la signature. Vous avez tous compris, le PIX, c'est le PCS communal qui est mutualisé avec les communes qui sont membres de Perpignan Méditerranée pour des moyens matériels. Par exemple, nous, on a un tractopelle, Canoës n'en a pas. Canoës est sinistré, on sera en mesure de leur prêter notre tractopelle, etc., etc. Ça peut être moyen. On l'a fait déjà, ça se fait déjà, puisque quand on a été sinistré sur les rues, on avait parlé au dernier conseil municipal sur les inondations et les coulées de boue, Canoës nous avait prêté la balayeuse. Donc, Lupia, au lendemain de la grêle de 2023 aussi. Donc ça se faisait déjà. Ça se faisait déjà. Sauf qu'aujourd'hui, c'est acté par une convention. Ça veut dire que s'il y a un sinistre, bien, on sait que la balayeuse était là, intervenait gratuitement. Il n'y a pas d'échange financier, mais tout est... Le plus important, c'est qu'il y a un inventaire qui est établi pour chaque commune et on sait ce que les communes disposent comme matériel ou pas. Et les communes du littoral, je pense qu'ils ont plus de moyens que nous, on n'aura peut-être pas forcément, comme des motopompes ou des choses comme ça, qui pourraient être éventuellement pour des caves inondées ou autres. Voilà. Donc, convention que vous avez reçue, je pense. Est-ce que vous avez des questions? Pardon. Ah non, sur ta titre renouvelable tous les ans. Parce qu'il peut y avoir des choses qui changent. Du matériel qui rentre. Du matériel qui rentre. Il peut y avoir aussi de nouvelles communes qui rentrent. Il peut y avoir de nouvelles communes aussi. Pour preuve.
Ou qui sortent. Pas d'autres questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 3, la répartition des RODP, redevances d'occupation du domaine public et d'occupation provisoire du domaine public par les ouvrages des réseaux de distribution d'électricité entre les voiries communales et les voiries d'intérêt communautaire. C'est M. Hanol qui va vous en parler. Merci. Donc en délibération du 12 septembre de PMM, qui définit les compétences relatives à la voirie et à l'aménagement du territoire, et vu le décret modifiant la réglementation sur la redevance d'occupation provisoire du domaine public pour les chantiers de travaux sur les ouvrages du réseau public de distribution d'électricité. Monsieur le maire informe donc l'Assemblée que dans le cadre des redevances pour l'occupation du domaine public, les RODP, liés au réseau d'électricité Enedis, reversent des montants aux communes. Ces redevances concernent principalement les réseaux de distribution et de transport d'électricité. Pour l'année 2024, il est nécessaire de définir la répartition de ces redevances entre les voiries d'intérêt communautaire et les zones d'aménagement d'activité, ZAE, et conformément à la convention en vigueur avec PMMCU. Les montants perçus pour la commune de Pontellanis pour l'année 2024 sont relativement faibles, mais il est essentiel de les prendre en compte afin d'approuver la répartition et la convention avec PMMCU. Donc cette clé de répartition est définie par délibération et de 10% des montants perçus et doivent être versés à PMMCU pour les voiries d'intérêt communautaire. Pour information, cela représente 10,20 € reversés à PMC, donc c'est pas excessif, mais donc c'est une première RODP, il y en aura certainement d'autres puisqu'il y a quand même le gaz aussi, il y a Orange, et donc il faudra de nouveau continuer ces conventions et aller chercher un petit peu l'argent. Il y a un vote, non? Pas de questions? Ouais. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 4, procès verbal de retour de la compétence voirie constatant le retour à la commune de ces biens mis à disposition à PMM en 2017. Et je laisse encore le soin à M. Hanol de vous en parler. Voilà. Et suite donc à la loi 3DS, dans le cadre de la délibération du 12 septembre, PMMCU a redéfini les voiries relevant de l'intérêt communautaire. Et donc les biens qui ne sont pas concernés par cette définition d'intérêt communautaire doivent être restitués à la commune. En conséquence, tous les biens mis à disposition de PMMCU par la commune qui ne sont pas définis comme relevant de l'intérêt communautaire sont restitués à la commune de Pontellanis. Il s'agit de réseaux et de voiries communales avec un total d'1 600 406 € de valeur nette comptable. À compter du retour des biens dans le patrimoine de la commune, elle devient propriétaire de ces biens. Elle peut également procéder donc à des travaux de reconstruction, de démolition ou d'ajout de construction pour maintenir l'affectation de ces biens. La commune se substitue également à PMMCU dans tous les contrats en cours relatifs à ces biens. Les biens retournés sont inscrits dans l'actif de PMMCU sous le compte 217 et le transfert de biens se fait par des opérations d'ordre non budgétaire enregistrées par le comptable public. La commune doit recevoir toutes les informations nécessaires aux comptabilisations du transfert, incluant la désignation des biens, leur valeur d'acquisition, les amortissements pratiqués, ainsi que tout autre élément relatif à la gestion. Donc vous êtes invité à approuver ce procès verbal. Voilà, donc c'est le retour oui, c'est le retour des voiries, mais comptablement. Ouais. Voilà, avec les frais qui incombent à l'entretien de tous ces trucs. Tout à fait. Alors, je rappelle M. Jaubert, que j'ai fait partie des 6 ou 7 communes en conseil communautaire à PMM qui ont voté contre le retour de la voirie. Ben, j'ai bien fait aussi alors d'en parler. Tout à fait. Parce qu'il y a les ouvrages, il y a tout. Les écoles, les trucs comme ça. Voilà. Nous n'étions que 6 ou 7 de mémoire à voter contre. Il y en a qui ont profité à fond. Pour 2 raisons. À la fois parce qu'on allait récupérer toutes les dépenses avec des emprunts à faire derrière, et par rapport à l'ingénierie qu'on n'a pas forcément. Voilà. Quand on parle de 2 millions, on se rend compte que finalement, il n'y a pas 10% de frais, mais presque, il va y en avoir régulièrement pour l'entretien. Bon, enfin. Vous avez voté contre ça, je le savais. Si.
C'était écrit dans les comptes rendus. Pardon. À la 1027. D'autres questions? Je cherche. D'autres questions sur ce point? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 5. Procès verbal et annexe constatant la mise à disposition gratuite au profit de la commune par PMM des biens de son domaine public routier et leurs dépendances et des ouvrages d'art attenants. Monsieur Hanol. Voilà, donc c'est la suite de l'article précédent. Donc PMMCU, dans sa grande... nous autorise à utiliser gratuitement son réseau, la gestion des biens relatifs à la voirie et aux équipements associés. Donc cela fait suite à une redéfinition des voies d'intérêt communautaire. Donc les VIC sur Pont-Teilhard représentent 2489 mètres de linéaire, donc qui concernent entre autres en majorité l'avenue de Perpignan et l'avenue de Nice. Le total des biens mis à disposition s'élève à 1 590 778,44 de valeur nette comptable, et notamment les travaux de voirie pour une valeur de 1 471 000 et les installations d'éclairage public pour 32 390. La mise à disposition est gratuite et la commune en assume dès à présent la gestion, l'entretien et la modification éventuelle, et se substitue également dans les contrats en cours liés à ces biens, prenant en charge leurs droits et leurs obligations. Voilà. La commune doit adopter une délibération afin de formaliser ce transfert, actant ainsi la prise en charge de ces biens et la gestion des infrastructures correspondantes. Des questions? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Bon, et tous les ans, leur facture quand même l'entretien sous forme de convention de cette voirie. Ouais. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 6, la clôture du CIVU des Aspres, opération patrimoniale de clôture et autorisation pour signer les avenants au contrat de prêt. C'est Maxime qui va vous en parler. En raison d'une modification des règles de financement, il a été décidé par délibération le 24 avril dernier la dissolution du CIVU des Aspres. Chaque commune récupère dès 2025 son autonomie pour la gestion de la voirie en facilitant la prise de décision et en allégeant les contraintes financières. Dans le cadre de la dissolution du syndicat intercommunal à vocation unique des Aspres, il est nécessaire pour la commune de Pont-Teilhard de prendre deux délibérations importantes. La première délibération concerne la reprise à la charge de la commune d'une partie de l'emprunt contracté par le CIVU pour un montant total de 1 million d'euros. Et la seconde concerne les modalités de transfert de la gestion et des amortissements relatifs aux travaux de voirie. Pour la reprise de la charge de l'emprunt pour la commune de Pont-Teilhard, le CIVU des Aspres a contracté un emprunt de 1 million d'euros en 2022 auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuelle Sud Méditerranée pour financer des travaux de réfection de voirie. En raison de la dissolution, la commune de Pont-Teilhard reprend une part de cet emprunt, soit 160 000 euros, correspondant à sa contribution aux travaux réalisés sur son territoire. Le montant total de l'emprunt, 1 million d'euros. Le montant à reprendre par la commune de Pont-Teilhard, 160 000 euros. L'annuité de remboursement pour 2025 pour le capital, 11 034,48 euros. Pour les intérêts, 1 984,14 euros. En ce qui concerne les modalités de transfert et amortissement des travaux de voirie, lors de la dissolution du CIVU des Aspres, les compétences relatives aux travaux de voirie et aux investissements réalisés par le syndicat seront transférées aux communes membres, dont Pont-Teilhard. Les travaux de voirie ont été réalisés sur plusieurs années et il est nécessaire de déterminer les modalités d'amortissement de ces investissements. Durée maximale d'amortissement des travaux de voirie, 30 ans. Recommandation des services fiscaux. Et je vous demande donc de approuver cette décision-là. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je voulais savoir vite le taux de l'emprunt, c'est à combien? 1,37. 1,37? Il était faible, oui. Très, oui. C'est Ouais, mais au moment où en 2022, il était au moment où le CIVU a souscrit, c'est vrai que c'était un taux assez intéressant. Ouais.
Pas d'autres questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Je rappelle quand même qu'à partir du 1er janvier 2025, nous avons la possibilité de faire appel à un regroupement aux bons de commande mis en place par la communauté de communes des Aspres et sur laquelle la communauté de communes des Aspres accepte les communes de Lupia et Ponteilla. Ça veut dire qu'on pourra faire appel passer par des marchés qui seront négociés par la CC des Aspres, donc pour tout ce qui est voirie. Et dans la même idée, le président de la communauté de communes des Aspres nous propose également de faire appel, si nous en avions besoin, à l'ingénierie d'un personnel qui va être embauché par la Comcom des Aspres pour diriger les travaux. Voilà. Donc c'est rassurant, on va dire, c'est pas dit qu'on y fasse appel, parce que dans les appels d'offres et dans le regroupement en bon de commande, il y aura aussi un cabinet d'études certainement, comme il y en avait un aussi vu. Mais bon, selon les travaux, on pourra aussi faire appel au personnel de la communauté de communes des Aspres qui serait facturé, bien sûr, en fonction du travail fourni. Voilà. On fera des comparatifs. Voilà. On fera des comparatifs. Ensuite, le point numéro 7, la convention territoriale globale avec la caisse d'allocation familiale. Alors, la convention territoriale globale, c'est un document de contractualisation qui vient remplacer les anciens contrats enfance-jeunesse. Alors, il y a une grande différence, c'est que la convention territoriale globale n'inclut pas uniquement l'enfance et la jeunesse. Elle inclut l'enfance, la jeunesse, la parentalité, l'inclusion au droit, l'animation de la vie sociale. Donc c'est vraiment une nouvelle vision de la CAF sur une vision globale de la famille et pas que sur l'enfance. Donc on a effectué un travail là aussi depuis plus d'1 an avec nos services, avec à la fois Corinne et les services enfance-jeunesse, les différents directeurs et Sylvie sur le thème de l'animation de la vie sociale, avec là aussi un diagnostic, des perspectives, des points sur qu'est-ce qui existe, où est-ce qu'on peut aller, comment la CAF va nous accompagner, etc. C'est un peu la même logique que le contrat Bourg-Centre. C'est vraiment contractualiser avec la caisse d'allocation familiale pour montrer ce qu'on fait, vers où nous voulons aller, pour être reconnu, continuer à être financé et pourquoi pas avoir des bonus et des nouveautés. Le deuxième changement, c'est qu'aujourd'hui, la caisse d'allocation familiale, il n'y a pas d'obligation, mais préfère que ces contrats soient faits sur des territoires. D'ailleurs, convention territoriale globale, ça porte bien son nom. Alors souvent, ils sont faits sur des communautés de communes. Nous, notre PCI n'a pas la compétence enfance-jeunesse, donc on nous a proposé de signer la convention territoriale globale avec l'UPIA. Ce que nous avons accepté, l'UPIA aussi. Et donc ce travail, il a été fait en commun avec l'UPIA. La CTG, puisque c'est son nom, sera signée. Alors il sera signé dès que nous l'aurons validé, là, officiellement, puisqu'elle doit être signée avant le 31 décembre. Mais elle sera signée sous une forme plus lié à la communication, en présence du président de la CAF, Jérôme Capdevielle, avec le maire de Lupia, le 15 janvier de mémoire, je crois, c'est ça, Monsieur Moulin. Donc, l'idée, c'est bien d'avoir une contractualisation, et l'idée, c'est bien aussi de travailler en commun avec Lupia, à la fois sur l'enfance-jeunesse et à la fois sur l'animation de la vie sociale. Ça veut dire que dans les années à venir, je cite 2-3 exemples pour qu'on comprenne, il pourrait très bien y avoir un séjour ado avec un bus qui part de Lupia, qui prend les ados de Ponteilla au passage. Il pourrait très bien y avoir une conférence menée par l'animation de la vie sociale à Lupia, reproduite le lendemain à Ponteilla, ou l'inverse. Voilà. Sachant qu'à tous les niveaux, on est à peu près au même point d'avancement. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les mêmes services enfance-jeunesse à Ponteilla et à Lupia, et il y a à la fois de l'animation de la vie sociale à Ponteilla et à Lupia, puisqu'à Lupia, il y a depuis peu un café associatif qui est reconnu également par la CAF, comme l'espace de vie sociale, la Forge, sont reconnus à Ponteilla par la CAF. Voilà. Donc c'est vraiment un travail important de
de contractualisation avec la caisse d'allocation familiale, mais qui permet aussi derrière l'accompagnement de la mutualité sociale agricole, du département et de la PMI sur la petite enfance, etc. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour dire que j'étais ce matin dans une réunion CAF, Association des maires, sur les nouvelles prérogatives liées à la petite enfance qui se mettent en place au 1er janvier. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les années à venir, mais les communes et les EPCI, en l'occurrence ceux qui ont la compétence, nous c'est la commune, qui ont la compétence enfance-jeunesse, ont de nouvelles prérogatives qui se mettent en place au 1er janvier, avec l'importance liée à l'accueil des jeunes enfants. Et là, on parle de la petite enfance des moins de 3 ans. Donc, il y a des diagnostics qui vont être faits. Nous, on sait qu'on a un fort travail fait par les assistantes maternelles. On a l'existence d'une MAM, mais on pourrait très bien nous dire, dans les années à venir, qu'il faut peut-être imaginer une micro-crèche, une crèche ou autre. Mais ça, ce sont les diagnostics qui les détermineront. On fera un travail en commun avec la CAF. Et par contre, il y a une grande nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, les municipalités auront leur mot à dire et auront un pouvoir d'acceptation ou de refus sur l'installation de micro-crèches ou de maisons d'assistance maternelle. Privé. Privé, je parle privé bien sûr. Voilà. Donc il faut le savoir, ça fait partie des nouvelles prérogatives au 1er janvier 2025. Voilà. Sur la convention territoriale globale avec la CAF, vous avez tous reçu les objectifs liés à la petite enfance, à l'enfance-jeunesse. Il y a également des lignes liées à l'espace ado, au conseil communal des enfants et des jeunes, la parentalité, l'accès aux droits aussi, c'est quelque chose de très important pour la CAF aujourd'hui, et l'animation de la vie sociale, on en a parlé, et donc cette mutualisation avec l'UPIA. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ? Là aussi, on a dû, quand je dis que c'est un peu comme Bourg-Centre, là aussi on a dû faire des projections, c'est-à-dire dire qu'est-ce qu'on veut pour l'accueil de loisirs dans 5 ans, qu'est-ce qu'on veut pour l'accès aux droits, etc. Comment on va travailler en commun avec l'UPIA. Voilà, il a vraiment fallu se projeter, puisque c'est un contrat qui est signé pour plusieurs années, 2024-2027. Voilà, pardon, je l'avais sous les yeux. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Est-ce que quelqu'un est contre ? Est-ce que quelqu'un s'abstient ? Je vous remercie. Allez, comme chaque année, nous devons approuver le rapport d'activité du CIM. Donc, c'est M. Moulin qui va vous en parler, puisqu'il siège au CIM. Voilà. Merci, Monsieur le maire. Je pense que ce n'est pas l'approuver, c'est plutôt de prendre acte en fait, du rapport d'activité 2023 du CIM, puisque la loi est claire à ce sens, puisque l'article 52.11-39 du Code général des collectivités territoriales indique que le président de l'établissement public de coopération intercommunale, dont le CIM, adresse chaque année avant le 30 septembre au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique, au cours duquel les représentants de la commune et l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le rapport d'activité du CIM 2023 met en lumière les principales actions menées ainsi que les défis à relever pour les années 2024. Le rapport témoigne de l'engagement du syndicat pour une gestion durable, responsable en particulier dans le domaine de la formation et la réduction du gaspillage alimentaire, l'approvisionnement en local, animation et sensibilisation et le transport. Le CIM prévoit de continuer ses efforts pour maîtriser les coûts et renforcer les initiatives de formation. Les mesures correctives seront appliquées pour équilibrer le budget des transports, qui est un défi majeur. Je demande au conseil municipal de prendre acte du rapport 2023 qui montre que le CIM progresse dans ses engagements. Donc vous avez tous reçu en annexe le compte-rendu. Qui est moins fastidieux que d'autres choses. C'est moins fastidieux. C'est sympa. Non, mais on voit que Pour le pain, 10% de gaspillage, pour les entrées, à peu près 13%. On voit que Ponteilla. On peut relever que Ponteilla a fait partie des 6 sites pilotes luttant contre le gaspillage alimentaire, et on peut noter aussi que chaque année, grâce au service périscolaire, les enfants participent au challenge des mini-tocs. Voilà, donc ça fait partie des actions du CIM, pour n'en citer que 2.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Non, c'est acté. Pardon, c'est vrai, c'est acté. Allez, c'est acté. On passe au point suivant. Merci, Monsieur Moulin. Le point numéro 9, la convention avec la communauté de communes des Aspres concernant le RPE, Relais Petite Enfance, anciennement RAM, Relais d'assistante maternelle, qui aujourd'hui s'appelle RPE. Exact, merci Monsieur le maire. De nouveau, la commune de Pontéanis a sollicité le maintien de l'intervention de la communauté des communes des Aspres sur son territoire au titre de la prestation assurée par le Relais Petite Enfance. Monsieur le maire demande au conseil municipal d'examiner le renouvellement de la convention pour la période 2025-2028. Convention que vous avez reçue, bien entendu, en annexe. La convention a pour objet l'encadrement de 22 assistantes maternelles, dont 18 en activité. Contact téléphonique sur rendez-vous illimité avec les assistantes maternelles, contact téléphonique sur rendez-vous illimité avec les familles. Il est entendu que la commune remboursera sur présentation d'un titre exécutoire la prestation assurée par le personnel intercommunal. La convention convient d'adopter un forfait annuel de 3 000 € à compter du 1er janvier 2025. La commune de Pontéanis continue à soutenir activement le relais petite enfance, garantissant ainsi aux familles et aux assistantes maternelles un accompagnement de qualité dans ce domaine. Le conseil municipal devra approuver la convention de renouvellement dans les conditions subvisées transmises aux élus en annexe. Donc vous avez tous compris, hein, c'est le renouvellement de la convention avec la communauté de communes des Aspres pour le relais petite enfance. Voilà. Anciennement le RAM. Bon, ils font des trucs pas mal, ils viennent dans leur salle qu'ils ont au niveau de l'accueil de loisirs, anciennement l'accueil de loisirs, non, l'accueil de loisirs, à Caïnounou. Ils proposent des activités, ils font des goûters, bon après il y en a qui viennent, il y en a qui viennent. Il y a aussi des formations, comme dit M. Joubert. C'est une assistante qu'ils ont qui est très bien. Hein, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 10, c'est la décision modificative numéro 2 au budget primitif 2024. Monsieur Hanol. Donc, oui, merci. Merci, monsieur le maire. Décision modificative numéro 2 au budget. Donc, l'inscription de nouvelles recettes ainsi que l'ouverture de crédits en section d'investissement pour faire face aux engagements communaux. Donc, en recette, nous avons une recette du département pour l'espace Ali de 28 800 €, de la CAF pour la LSH de 7 930 €, les fonds de concours de PMM, 192 987 € qui étaient détaillés dans le rapport précédent, et la DETR pour Ali, vidéoprotection à LSH pour 104 000 €. Donc pour un total au chapitre 13 de 333 718 €, qui sont versés donc en dépenses qui sont ventilées sur les terrains nus pour 50 000 €, les bâtiments publics pour 3 000, 10 000 pour le matériel de transport, 10 000 pour le matériel de bureau informatique et 100 000 pour les autres immobilisations. Et les immobilisations corporelles en cours, plus 160 000. Donc pour un montant équivalent de 333 718 €. Donc le conseil municipal approuvera la décision modificative numéro 2 au budget. Des questions? Autre, ça veut dire quoi? Et c'est les autres immobilisations. Non, le 2188. Ouais. Bah, j'ai envie de dire c'est la poire pour la soif, on ne sait pas encore. C'est-à-dire, non, mais M. Joubert, on le met en autre. S'il n'y a pas de dépenses avant le 31 décembre, ça basculera sur 2025. C'est un compte, voilà, c'est un compte qui n'a pas de destination précise, c'est autre. Voilà. Mais c'est quand même un compte. C'est équilibre. Voilà. C'est un compte. Les recettes étant rentrées, on est obligé d'imaginer des dépenses qu'on ne fera pas pour autant forcément. Voilà. C'est pas un compte inventé, hein, le 2188. Si on avait l'idée de ce que ça allait être, on l'aurait mis dans d'autres comptes. Voilà. Si je peux me permettre. Oui. Autre, c'est tout ce qui n'est pas au-dessus. Tout ce qui n'est pas pièce nu, voilà. un bâtiment public, un bâtiment du là, c'est davantage. C'est le bureau informatique. Tout ce qui n'est pas au-dessus, c'est autre. Voilà. C'est les autres. C'est-à-dire tout ce qu'on ne voit pas. Ça peut être
Vous imaginez des acquisitions de mobilier, par exemple, là, ça n'apparaît pas. Ou des imprévus. Là, par exemple, on a un des 2 frigos de l'espace Simonali Voilà. qui nous a lâché. Exactement. Là, il y a 2 semaines. Donc là, il est commandé, on va le recevoir, et forcément, il va rentrer dans les autres. Ça reste une acquisition. C'est la gagnante. Ouais. Et oui, la D'autres- poire pour la soif. il a dit. D'autres questions? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 11, la modification du tarif de portage de repas à domicile. C'est Madame Adou qui va vous en parler. Monsieur le maire propose au conseil municipal une révision des tarifs du portage de repas en raison de l'augmentation du coût de la facturation. Le coût de facturation des repas a considérablement évolué en 2024, avec une hausse des prix liée à l'approvisionnement, la préparation et la livraison des repas. En 2023, le tarif était fixé à 7,80 € par repas, mais en raison de cette augmentation des coûts, il est désormais nécessaire de réajuster le tarif pour refléter ce changement. Le nouveau tarif de 8,60 € par repas correspond au prix coûtant actuel, tenant compte des frais de production et de livraison. En conséquence, Monsieur le maire propose de fixer le nouveau tarif de portage des repas à 8,60 € par repas à compter du 1er janvier 2025. Alors c'est vrai que ça fait une augmentation conséquente, mais bon, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que là, on est vraiment, on est au coût réel du repas. On ne peut pas faire moins. Si on fait moins, on sera comme on l'était déjà depuis quelques mois, hein, puisque l'augmentation, elle est tombée au fil du temps. Hein, donc, 80 centimes. voilà. Oui, c'est 80 centimes, certes, mais bon, 80 centimes multiplié par X jours, multiplié par X semaines et X mois, bon, on peut comprendre que pour une personne, parce que c'est forcément des personnes en situation de dépendance, ça peut être délicat. Mais là, vraiment, on n'a pas le choix, voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 12, comme chaque année, l'ouverture par anticipation des crédits d'investissement pour 2025. Monsieur Hanol. Voilà, donc oui, effectivement, comme chaque année, donc c'est l'ouverture des crédits d'investissement pour l'année 2025. Donc les crédits correspondants visés aux ADA ci-dessus sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. Donc dans le tableau qui suit, il y a les différents montants de l'exercice 2024 et le montant, l'autorisation maximale d'ouverture de ces crédits d'investissement. Donc 61 000 pour le compte 20, donc 15 000 qui représente les 25%, 298 000 pour le 21 qui représente 74 548. Et pour le compte 23, 794 000, et donc les 25% représentent 198 525. Donc le conseil municipal, après avoir délibéré, se prononce pour remandater ce budget et l'engager au maximum à la somme de 288 387,50 €. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 13, la convention de mise à disposition de moyens au profit du CCAS. Madame Adou. Alors, Monsieur le maire propose d'approuver la convention annuelle de mise à disposition de moyens entre la commune de Ponteilhan-Nils et le Centre communal d'action sociale pour l'année 2024, qui définit les modalités de partage des ressources matérielles, humaines et financières nécessaires à la gestion des services sociaux. En ce qui concerne les moyens matériels, la commune met à disposition du CCAS des locaux à titre gracieux, bien que le CCAS prenne en charge les charges de fonctionnement, notamment l'assurance et les frais d'éclairage, de chauffage, climatisation, pour un total d'environ
986 €. Pour les services administratifs et informatiques, le CCAS contribue aux frais de maintenance informatique des photocopieurs ainsi qu'aux frais d'impression et de téléphonie. La participation de la structure pour ces services s'élève à environ 1166 €. Concernant les équipements et logiciels, le CCAS rembourse à la commune pour l'achat de logiciels de gestion et d'équipements spécifiques pour les aides à domicile pour un montant de 4 236 €. Enfin, les ressources humaines, la commune met à disposition du personnel pour la gestion administrative du CCAS avec une contribution financière du CCAS pour la rémunération et les charges sociales des agents s'élevant à 3 320 €. Le montant total de la participation demandée au CCAS pour l'année 2024 comprend les moyens matériels, les services, les équipements et la participation humaine est de 10 164 €. Cette convention formalise l'accord entre la commune et le CCAS pour l'année 2024, assurant une gestion partagée des ressources et des coûts, permettant ainsi la continuité des services sociaux pour les habitants. Le conseil municipal est invité à approuver cette convention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 14, la convention... pardon. C'est la protection sociale complémentaire, volet prévoyance, convention de participation alternative courtage rempart mutuel pour la période 2025-2030 concernant l'adhésion et la participation financière. Attention, c'est un point important et précis. Monsieur Arnaud, je vous l'explique. Monsieur Le Vert présente à l'Assemblée donc l'obligation pour la collectivité de participer au financement de la protection sociale complémentaire pour les agents. Cette participation devait être mise en œuvre à compter du 1er janvier 2025. La collectivité souhaite adhérer à la convention de participation attribuée à Alternative Courtage Rempart Mutuel pour la période 2025-2030. Elle couvrira le volet prévoyance, c'est-à-dire maintien de salaire pour les agents qui en feront la demande. Le montant de la participation sera versé mensuellement par agent sous forme de cotisation unique. Les garanties proposées incluent aussi la perte totale et irréversible d'autonomie, la PTIA, avec une couverture de base obligatoire et des options complémentaires au choix des agents. La cotisation de chaque agent sera calculée en fonction de leur rémunération brute mensuelle, incluant le traitement brut indiciaire, la nouvelle bonification indiciaire, les primes et indemnités, à l'exclusion des charges sociales patronales. Les prestations seront calculées sur des rémunérations nettes. Donc l'avis obligatoire du comité social territorial du 6 novembre prévoit on a donc prévu une participation de l'employeur pour les agents de 7 € mensuels. Donc l'avis rendu par le collège est un avis favorable et une abstention pour les représentants du personnel. Sauf, pardon, un syndicat, vous le voyez. Sauf un syndicat qui a été pour. Oui. Ah oui, il y a 3 syndicats qui se sont abstenus et un qui a été pour. Et le collège des représentants des collectivités a eu un avis favorable à l'unanimité. Voilà. Donc le conseil municipal décidera d'adhérer à la convention de participation avec Alternative Courtage Rempart Mutuel pour la période 2025-2030, de verser une participation mensuelle de 7 € par agent souscripteur, de ne pas participer à tout contrat de prévoyance ne relevant pas de cette convention et de prévoir les crédits nécessaires au budget de la collectivité et d'autoriser le maire à signer tous les documents relatifs à cette adhésion. Cette délibération suit l'avis du comité social territorial et s'inscrit dans les dispositions légales régissant la protection sociale complémentaire des agents publics. Donc là, c'est
Voilà, c'est un contrat de prévoyance qui voilà, mais c'est bien une nouveauté, puisque jusque-là, nous avions une participation à la mutuelle santé. Hein, c'est-à-dire que les agents, si les agents choisissaient une mutuelle santé labellisée, il y avait une participation de la commune. Là, aujourd'hui, il y a une participation sur la prévoyance et donc sur le maintien de salaire. Donc c'est quand même quelque chose d'important, c'est une avancée. Donc, et qui prend en compte aussi les indemnités. Voilà, c'est ce que j'allais dire, qui prend en compte aussi, ça veut dire que même dans des contrats personnels, jusqu'alors, ils n'avaient pas forcément les indemnités prises en compte. Hein. Les primes et les indemnités, les primes n'étaient pas forcément prises en compte. Voilà. Donc c'est quand même une nouveauté qui a été expliquée au personnel. Il y a eu l'information a été donnée, donc je pense qu'il faudra revoir qui souhaite y souscrire, etc. assez rapidement, puisque ça se met en place rapidement. Mais en tout cas, voilà, on vous propose d'acter cette participation de 7 € mensuels par agent qui souscrirait auprès de ce contrat. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 15, c'est l'instauration de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement pour la filière police municipale. Monsieur Moulin. Monsieur le maire, merci. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors, suite à un décret paru le 26 juin 2024, donc c'est récent, le conseil municipal doit délibérer sur l'instauration de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement, ISFE, pour les agents relevant des cadres d'emploi de la police municipale des gardes champêtres à compter du 1er janvier 2025. Cette nouvelle indemnité remplace l'ancien régime indemnitaire et vise à valoriser l'engagement professionnel des agents de cette filière. Cette réforme indemnitaire entre en vigueur au 1er janvier 2025 et entraîne l'abrogation des délibérations précédentes relatives à l'indemnité de fonction pour les agents de police municipale et des gardes champêtres. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité pour assurer le financement de cette nouvelle disposition. Le conseil municipal devra valider la mise en place de l'ISFE, précisant que les montants individuels pour chaque agent seront fixés par arrêté, dans les limites définies par la délibération. Donc en fait, je pense que M. Hanol va mieux vous expliquer que moi le truc là. L'aspect financier. L'aspect financier. Non, en fait, c'est le pendant du RIF7, de l'IFSE qui a pour la filière administrative et autres, et pour la filière police. Jusqu'à présent, ça existait, mais uniquement pour les gradés. Donc, ils ont fait descendre toute cette indemnité sur toute la filière. Donc, c'est une nouveauté et ils peuvent en profiter pour le coup. La particularité, comme l'IFSE, c'est qu'il y a une partie fixe et une partie variable qui est modulable dans les termes qui sont exposés ci-dessous. Et donc, ça permet de valoriser l'engagement des agents. Voilà. Alors qu'avant, la prime était fixe et ne bougeait pas. Mais la part variable représente quand même une petite part du montant d'indemnité. Ça se résume à 10% du montant de l'indemnité complète. Comme son penchant IFSE pour la filière administrative. C'est dans le même esprit. C'est dans le même esprit, c'est pour valoriser les agents et leur engagement. C'est ce que j'allais dire en fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Alors, les points 16 et 17, qui sont 2 points liés. La convention de coordination entre la commune de Pontéanis et celle de Lupia, et les forces de sécurité de l'État, et la mise à disposition de nos agents de police municipale vers la commune de Lupia. Monsieur Moulin. Alors là, je maîtrise un peu bien. Donc, instaurée pour la première fois en 2021, cette mise à disposition a permis de renforcer la sécurité et d'améliorer la qualité de vie des administrés sur le territoire de la commune de Lupia. Après avoir pris connaissance du bilan très positif des retours favorables des 2 communes concernant la mise à disposition, il est proposé de renouveler cette collaboration pour une nouvelle période. Grâce à l'engagement des policiers municipaux, un nombre significatif de patrouilles quotidiennes et nocturnes a été effectué, contribuant
contribuant à la tranquillité publique, la régulation de la circulation et l'application des règles de sécurité et d'ordre public. Pour rappel, les policiers de la commune de Pont-et-Anis ont une présence de 4 heures, une fois par semaine, sur Loupia, et une présence de 2 heures de nuit, 2 fois par mois. La satisfaction générale des habitants de Loupia qui ont observé une amélioration de la sécurité, notamment en ce qui concerne la surveillance des lieux publics, la gestion des stationnements et la gestion des infractions au code de la route. Une collaboration efficace entre les deux communes, facilitée par des réunions de coordination régulières permettant de répondre aux besoins spécifiques des territoires respectifs. Face à ces résultats positifs, il est proposé de renouveler cet engagement de mise à disposition des agents de la police municipale de Pont-et-Anis vers la commune de Loupia pour une nouvelle période de 3 ans, à compter du 1er janvier 2024. Monsieur le maire précise que la convention de renouvellement sera formalisée par la signature d'un avenant entre les deux communes qui sera soumis à l'approbation du conseil municipal après validation de monsieur le préfet, le groupement de gendarmerie des Pantales et monsieur le procureur de la République. Ainsi, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décidera premièrement de renouveler la mise à disposition des agents de la police municipale de Pont-et-Anis au bénéfice de la commune de Loupia pour une nouvelle période de 3 ans à compter du 1er janvier 2024 dans les conditions définies ci-dessus. D'autoriser monsieur le maire 24. Et pourquoi 24? Non, 25. C'est 25. Je vais signer, moi, pas pour 24, je vais signer pour 25. Alors il y a une erreur 24, 25. J'ai dit 24 Mais c'est marqué 24. Ouais, c'est 25. Moi, je vais avoir 50 ans, donc je ne veux pas, donc je reste en monsieur Jobert. Vous n'avez pas compris cette feinte-là. Bon, vous me coupez mon truc, là. Enfin, je demande au conseil municipal d'autoriser à monsieur le maire de signer l'avenant à la convention de mise à disposition des agents de la police municipale après validation par les autorités compétentes. Donc c'est le renouvellement de la convention de mise à disposition qu'on a avec la commune de Loupia. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Oui. Pas de... Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 18, la fixation de la longueur de la voirie communale. C'est Maxime qui vous en parle. Je ne sais pas s'il est allé mesurer lui-même. Vu la nécessité d'actualiser le recensement de la longueur de voirie communale pour permettre un calcul précis de la dotation globale de fonctionnement, considérant les nouvelles voiries suivantes issues de l'évolution du réseau communal, rue Maréchal Joffre, 157 mètres linéaires, impasse les Jardins du Ribéral, impasse le Petit Ribéral pour 180 mètres linéaires. Considérant que ces voiries doivent être intégrées dans le calcul de la longueur totale de voirie communale, je vous propose d'intégrer une longueur supplémentaire de 337 mètres linéaires qui fixera la nouvelle longueur totale de voirie communale à 19 056 mètres linéaires au total. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 19, la dénomination de voirie. Madame Casteil. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles relatifs à l'administration des voiries communales, vu le projet de création du lotissement Mirabel 2 dans le secteur Fond-d'Elzort, porté par la SNC Opal, comprenant une nouvelle voie à intégrer au réseau communal, considérant la nécessité de nommer cette rue afin d'assurer une identification claire pour les habitants, les services publics et d'urgence, considérant la proposition de dénommer cette rue des Baguères, en cohérence avec l'identité locale et les spécificités du territoire, le conseil municipal décidera de dénommer la rue du lotissement Mirabel 2 située dans le secteur Fond-d'Elzort, rue des Baguères, et d'intégrer cette dénomination au registre communal des voiries et au cadastre. Pas de questions. Donc en fait, on est
chemin Fontaine Romaine, en descendant en direction des Baguères sur la gauche. Et donc c'est la raison pour laquelle on vous propose ce nom. Voilà. Donc nous aurons une rue des Baguères à Ponteilla. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 20, déclassement du domaine public communal d'une partie de la parcelle numéro AE30. Alors, je vous informe que cette parcelle située à l'entrée de la commune sur la route de Trouillas, nous devons la déclasser, la désaffecter afin de permettre la réalisation d'un projet. La parcelle occupe une superficie totale de 14 072 m². Elle abrite actuellement partiellement des bâtiments municipaux, puisqu'il y a le boulodrome, un espace grillade, etc. Toutefois, une partie de cette parcelle a été historiquement utilisée comme zone de stockage de terre. Après constat d'usage, il a été établi que la portion de terrain concernée ne sert plus à des fins publiques, n'est pas utilisée par les services municipaux. Cette zone est donc désaffectée, ne relève pas du domaine public, la partie où il y a la terre. Donc cette portion de parcelle concernée, située à un emplacement stratégique, directement visible de la route départementale, à l'angle du rond-point, direction Trouillas, ce positionnement en fait un terrain particulièrement attractif pour des projets d'aménagement urbains et commerciaux. L'installation d'un commerce est donc envisagée pour répondre aux besoins de proximité des habitants et renforcer l'attractivité commerciale de la commune. On en parlait tout à l'heure dans le projet Bourg-Centre, cette attractivité et tout ce passage, tous ces gens qui traversent Ponteilla le matin et le soir. Il est proposé de déclasser une portion, c'est-à-dire 3575 m² de cette parcelle numéro AE30 du domaine public, pour la réaffecter au domaine privé de la commune. Ce déclassement permet d'envisager la cession de cette parcelle à un investisseur dans le cadre d'un projet conforme aux dispositions du PLU en vigueur. Donc, nous devons constater la désaffection de la parcelle. Ensuite, il y a la délibération numéro 21 qui suit, avec plus de détails. Nous devons constater la désaffection de la portion de la parcelle n'étant plus utilisée à des fins publiques, décider de déclasser cette portion du domaine public communal en vue de sa réaffectation au domaine privé, afin d'engager une cession pour un projet commercial conforme au PLU en vigueur. Nous devons approuver le projet de cession de la parcelle pour un projet d'installation d'un magasin type supermarché. Et vous devez me charger de procéder à la constitution du dossier nécessaire et m'autoriser à signer tout acte administratif lié à ce déclassement et à la vente. Et on parlera dans le point suivant du compromis de vente, et là, vous en saurez plus. Sur ce premier point, est-ce qu'il y a des questions? Moi, je ne peux pas te dire. Je suis d'accord, tant que je ne sais pas, cette histoire de magasin, supermarché, l'impact que ça peut avoir. Ça ne peut avoir qu'un impact positif, M. Jaubert. Ben, je ne sais pas, je pense d'abord au boucher. Alors, le boucher a été rencontré, informé depuis le début du projet. Ah, ok, donc, j'ai rien contre. Non, mais très bonne question, M. Jaubert. Parce qu'il n'y a pas d'épicerie. Tout à fait. Alors, si on prend le cas du boucher, il en a été informé par ma part de vive voix dès le début du projet. Et il a très bien réagi, puisqu'il m'a dit de lui-même, ça n'est pas la même clientèle. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas, oui pardon, merci Maxime, dans le supermarché, dans le projet de supermarché, il n'y a pas de rayon à la coupe. C'est-à-dire qu'il y aura de la viande et de la charcuterie, mais qui seront sous vide. C'est un supermarché de proximité, en surface de vente de mémoire à peu près 400 m². En dessous de 400 m² de vente. Donc c'est l'équivalent des supermarchés qu'on connaît à Villemolac, par exemple, sans citer de nom de supermarché, ou celui qu'on peut trouver à Sainte-Eugénie, au Soleil à Sainte-Eugénie. Donc dans ces supermarchés, il y a effectivement tout un panel, tout un choix, y compris de la viande, du fromage, de la charcuterie, mais il n'y a pas de coupe. Il n'y a que des rayons où vous vous servez vous-même. Voilà. Donc le boucher en a été informé. Le fleuriste a été informé, d'autres commerçants ont été informés, ceux qui pouvaient être informés ceux qui pouvaient être impactés ont été informés, et le fleuriste, pour prendre un autre exemple, a très bien réagi, puisqu'il se trouve pratiquement en face, et lui m'a dit, au contraire, je pense que ça va faire en sorte qu'il y aura du mouvement dans le secteur, et ça ne peut nous apporter que des clients en plus, nous les autres commerçants. Donc j'apprécie ces deux réactions positives, en tout cas, pour ne citer que celle-ci. Voilà. Voilà. Après, effectivement, c'est... 3575 m²,
Pour une surface. Alors, je pense qu'on en parle. Le reste, c'est le parking. Je pense qu'on en parle dans le point suivant. Il y a toute la partie stockage. Parce que là, on a parlé de la surface de vente. Il y a toute la partie stockage. Il y a la partie réception, avec l'arrivée des camions. Et il y a toute la partie parking, effectivement. Parking, rétention d'eau, puisqu'il y a un bassin sur place obligatoire. Il y a un espace aussi pour recharge véhicule, pour vélo. Il y a des espaces verts. C'est quand même plus facile de donner son accord quand on a des Bien sûr, renseignements. tout à fait. Ça, là, moi j'étais un peu affolé quand magasin supermarché. Le compromis, lorsqu'on aura acté ces deux délibérations, la 20 et la 21, avec le compromis derrière, je pense, et arrêtez-moi si je dis des bêtises, ceux qui sont plus sur le dossier, je pense que dans un prochain conseil, on pourra vous montrer des plans. Oui. Voilà. Et pour les évacuations des eaux ou des toilettes, tout ça, là, est-ce qu'il y aura une pompe de relevage là aussi? Non, on en parle dans le point suivant. Tout est prévu. Oui, je suis désolé, il y a deux points. Vous voulez qu'on lise le deuxième point et qu'on revienne sur le vote du premier, peut-être? C'est parce que finalement, on s'intéresse à ce que vous dites. Bien sûr. Par rapport Quand à... vous dites quelque chose, on peut poser des questions. Là, il a raison, Badout, pas de dire ça, là, justement, parce que lui, il était confronté au terrain de boule, justement, à une pompe de relevage qui... Alors, on peut en parler une minute. Bien sûr, oui. Alors, la pompe de relevage, justement, de la pétanque, c'est la seule qui n'est pas rentrée dans la convention avec l'AGLO, puisqu'elle ne dessert que le bâtiment de la pétanque. Ils n'ont pas voulu l'intégrer, puisqu'elle n'est pas d'intérêt, elle n'est pas raccordée avec un privé, par exemple, ce genre de choses. Donc c'était la seule qui est d'entretien à la commune. Donc avec ce projet, effectivement, on a rencontré le département, parce qu'il faut traverser la départementale pour aller se raccorder. Donc on a eu les autorisations pour pouvoir se raccorder sur le lotissement qui est en contrebas de l'autre côté de la départementale. Et nous, on a vu effectivement, du coup, la nécessité de raccorder peut-être et de prévoir, avec les entreprises qui seront présentes sur place, de prévoir effectivement de raccorder du coup, le bâtiment communal sur ce réseau-là. Pour éviter sur ce nouveau réseau. de remonter sur Roubaud tous les réseaux là-bas. Ouais, mais je pense que M. le maire a raison. En lisant le 21, ça va mieux comprendre. Alors, si je peux me permettre, vous pouvez inverser l'ordre du jour, bien sûr, mais l'objet de la délibération sur le déclassement vise à réfléchir, non pas au projet, mais aux fondamentaux de ce terrain qui fait 14 000 m². Les élus doivent se définir sur son usage actuel. Est-ce qu'il a une partie publique qui est préservée? Il y a 3500 m² qui seraient affectés à quelque chose. Qu'on remet, voilà, oui, c'est ça. Cette délibération, c'est ça. Et la 21, on va rentrer un peu plus dans le projet. La question, c'est est-ce que ces 3500 m² peuvent être à un usage, est-ce qu'ils peuvent être cessibles? Est-ce qu'on peut les céder à quelque chose sans intérêt public, sur 14 000? Alors la parcelle 30, effectivement, c'est une seule et même matrice cadastrale, une parcelle de 14 000 m² où il y a la pétanque, le city-stade, l'espace grillade et contre la départementale, un espace avec trois pins et le tas de terre. Voilà. Et donc l'idée c'est de déclasser la partie sur la départementale là. Bon, sur ce déclassement, du coup, comme ça on passe après au point 21, tout le monde est d'accord sur le déclassement? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point 21, du coup, c'est le compromis de vente avec la SCI IMO pour la cession d'une surface de 3575 m² de la parcelle AE30. Donc, je vous informe, qu'un compromis de vente, je vous propose un compromis de vente pour la cession de cette parcelle à la société SCI IMO Pond pour la réalisation d'un projet. Donc, la parcelle située sur la commune d'une superficie de 1 hectare, 40 ar, 72 centiares a été partiellement désaffectée et déclassée du domaine public communal pour permettre sa vente. Le projet de la SCI IMO Pond consiste à la construction d'un magasin de 680 m² de surface plancher. Donc, vente et stockage inclus. Et espace du personnel aussi. Tout à fait. Accompagné d'un parking de 49 places.
Ce projet répond aux besoins croissants de la commune en termes de services de proximité, s'inscrit dans un objectif de développement économique à travers la création de commerces. Il est conforme aux critères du PLU en vigueur et viendra renforcer l'attractivité de la commune sur le secteur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le projet Bourg-Centre. La superficie de la parcelle à vendre, on l'a dit, le prix de vente 90 € par mètre carré, soit un total de 321 750 € pour la superficie totale. Ce prix pourrait être réajusté selon l'arpentage et le bornage. Il y a quelques conditions suspensives. Bon, l'obtention d'une déclaration préalable de travaux. Le vendeur doit obtenir la déclaration pour la division du terrain. Il y a l'étude géotechnique et les travaux de mise à niveau sur lesquels nous nous engageons, en particulier enlever tous ces remblais qui avaient été déposés. Et nous devons créer l'accès au terrain, donc ça c'est à la charge de la commune. Et par contre, les coûts des raccordements, les questions qui viennent d'être évoquées, sont à la charge de l'acquéreur, que ce soit eau potable, eau usée, électricité, etc. La vente est conditionnée à la division cadastrale et à la réalisation d'un bornage. La SCI Imopont deviendra propriétaire de la parcelle dès la réitération de la vente par acte authentique. Le prix, on l'a déjà évoqué, donc je vous propose d'approuver le compromis de vente de cette parcelle à la SCI Imopont au prix de 321 750 €, de valider les démarches de division cadastrale, de bornage et les autres démarches nécessaires à la réitération de la vente, d'approuver les conditions suspensives que je viens de vous faire lecture et de m'autoriser à signer l'acte. Voilà. Est-ce qu'oralement, on peut dire ou pas l'enseigne ? Ou pas? Alors, si les non. délais de recours sont... Non. Le délai de recours administratif n'est pas encore fini. Bon, on pourra vous dire entre nous l'enseigne. Voilà. Voilà. Bon, l'idée, bon, je pense qu'on a... Je pense qu'on a... Non, alors c'est aucune des deux... Non, ce n'est ni l'enseigne... Non, mais monsieur Joubert, ce n'est ni... Pour vous donner des pistes, ni l'enseigne qui est à Sainte-Eugénie, ni l'enseigne qui est à Villemolac. C'est une autre enseigne. Mais bon, pour tout se dire, l'investisseur, en fait, nous a rencontrés maintenant il y a facilement 2 ans, hein, Maxime, avec cette idée de dire, effectivement, il y a un manque sur le secteur, et en particulier sur Pontéa, mais pas que sur Pontéa. Les investisseurs, ils sont bons, c'est leur métier, ils ont fait des études locales sur les gens qui travaillent sur la commune, les gens qui viennent travailler sur la commune, les gens qui partent de la commune, les gens qui traversent la commune, le nombre de véhicules qui passent sur ce rond-point, etc. Et donc, ils savent où ils vont et ils connaissent les besoins. Et effectivement, M. Joubert le disait tout à l'heure, le manque d'une épicerie sur la commune fait que, aujourd'hui, on pense en particulier aux personnes âgées, aux personnes dépendantes. On a notre CCAS dont les aides ménagères prennent la voiture pour aller faire les courses à Thuir ou à Lupia. Donc effectivement, il y a ce besoin de pouvoir aller acheter ce qu'on ne trouve pas chez les autres, je dirais, monsieur Joubert. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut trouver de la viande, on peut trouver de la charcuterie, du fromage, du pain. Il y a bon nombre de choses qu'on trouve sur Pontéa, mais on ne trouve pas aujourd'hui de conserve, on ne trouve pas de produits cosmétiques, on ne trouve pas de produits frais comme les yaourts. On a malgré tout un marché qui est assez vivant avec plusieurs commerçants tous les mercredis, mais malgré ça, il y a bon nombre de produits qui manquent et qui font que les personnes sans moyens de locomotion, que les personnes âgées, les personnes dépendantes n'ont pas aujourd'hui. Et au-delà de ça, on va répondre à un besoin aussi de la population sur des courses plus importantes et aussi des gens qui ne sont pas forcément résidents sur Pontéa, mais qui du coup s'arrêteront sur Pontéa. Et on peut espérer qu'en s'arrêtant dans ce futur supermarché, ils aillent aussi, pourquoi pas, acheter 1 litre de vin à droite, des produits au tabac presse également, voilà, et qu'ils iront se faire coiffer, acheter un bouquet de fleurs, etc. Et j'en passe, une pizza et d'autres. Voilà. Donc c'est vrai que ça ne peut que contribuer à l'attractivité de Pontéa-Nils. En tout cas, c'est un projet qui rentre dans le projet Bourg-Centre et ça ne peut qu'être un plus pour la commune. Voilà. Donc on arrive au bout d'un projet de longue haleine, puisqu'effectivement c'est quelque chose qui a été travaillé depuis longtemps et c'est une bonne chose qu'on arrive à signer ce compromis. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Est-ce que quelqu'un est... Pardon?
Oui. SCI Imo Pontea, c'est SCI Imo Ponte. C'est quelqu'un de Pontea? Pas du tout. Des Aspres. C'est quelqu'un des Aspres, voilà. Mais après, on vous le dira en aparté. On vous le dira en aparté. Je te le dirai tout à l'heure en tête de... Mais je pense que la SCI a été créée avec ce nom-là pour ce projet. D'où le nom. Il y a encore des recours administratifs sur ce projet, donc évidemment, on ne peut pas divulguer au conseil municipal le nom d'enseigne. Et c'est pas un Weldom. Parce qu'il y a pas de concert. Tout le monde m'a dit, ah, monsieur Moulin, un magasin de bricolage, c'est très bien. J'ai magnifique. On m'a posé des questions et j'ai répondu. Moi, je leur ai dit que oui. Parce qu'il faut toujours donner un peu de... Alors, on passe au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 22, l'avenue au compromis de vente avec la SNC, l'avenant au compromis de vente avec la SNC Opale pour la cession des parcelles 256, 324, 277, 278 situées à la Fondelzorts. C'est Maxime qui va vous en parler. Alors, lors du conseil municipal du 11 avril 2023, une délibération avait été prise pour confirmer la vente des parcelles communales situées à la Fondelzorts à la société SNC Opale. Le compromis de vente avait été signé stipulant la cession de ces terrains d'une superficie totale de 8 669 m² pour un prix total de 835 500 € avec un paiement à terme et une viabilisation d'une parcelle de 314 m². Cependant, suite à des éléments de procédure et à des besoins de réajustement des délais, un avenant au compromis de vente est proposé. Donc la procédure, c'était les fouilles archéologiques qui ont pris beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup de retard et ça devrait rentrer dans l'ordre. On va pouvoir procéder à un acte authentique, du coup, on espère au printemps 2025. Donc, cet avenant vise à prolonger des délais pour la réalisation de l'acte de vente et des conditions afférentes, tout en maintenant les termes essentiels du compromis. Les principales modifications proposées par l'avenant, c'est la prolongation du délai jusqu'au 30 juin 2025, la prorogation en cas de retard, et le maintien des conditions du compromis initial. Donc je vous propose d'approuver l'avenant au compromis de vente qui permet de prolonger ce délai de régularisation de l'acte au 30 juin 2025. Des questions? Oui. Oui, c'était bien, oui. Et une progression automatique d'intégrer une prorogation automatique de 15 jours en cas de retard. Hein. De prolonger au-delà de 15 jours. Parce que c'est les fouilles qui ont pris du retard en fait. Enfin, ils ont trouvé quelque chose donc. Ok. Une ancienne forge. Une ancienne forge. Pas d'autres questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 23, la demande de subvention pour l'aménagement, et non pas pour la réalisation, il existe déjà, pour l'aménagement du square Guy Mallet. Et donc c'est Marie-Hélène Casteil qui va vous en parler. Merci. Donc le projet d'aménagement du square Guy Mallet est un projet d'envergure visant à réhabiliter cet espace en un véritable espace public de qualité, destiné à accueillir les habitants de la commune dans un cadre convivial, sécurisé et accessible. Ce projet, qui s'inscrit pleinement dans notre volonté de revitaliser et dynamiser le territoire de Ponteilla, se déroulera en plusieurs phases sur plusieurs années. Le contexte du projet global est le suivant. Le projet global de ce square consiste à aménager un espace public multifonctionnel permettant de répondre aux besoins des habitants en matière de loisirs, de dépenses et de détente, de détente et de pratiques sportives. Il comprendra des aires de jeu pour les enfants, des installations sportives adaptées, des espaces verts, des zones de détente, des équipements pour les événements communautaires et festifs. Le projet prendra en compte la construction de parkings et d'espaces de stationnement pour répondre aux besoins en termes d'accessibilité et d'attractivité,
l'aménagement des espaces verts, de renaturation et des zones de détente afin de créer un environnement agréable pour les usagers, l'installation d'un pump track ou d'équipements similaires destinés à la pratique des sports en plein air qui viendra compléter les équipements sportifs proches. Ce projet a pour objectif de renforcer le lien social, de valoriser le patrimoine naturel et d'améliorer l'attractivité du territoire. L'aménagement de cet espace public est également une réponse à un besoin croissant de la population en matière d'espaces de loisirs accessibles. Dans le cadre notamment de la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR 2025, nous sollicitons donc une subvention pour la réalisation de la première tranche de travaux du projet du square du Malais. Le coût estimé pour cette tranche de travaux est en cours d'évaluation et constituera une partie significative du budget global du projet. Celui-ci est estimé à 1 316 138 € TTC. Sachant que dans ces 1 313 000 €, il y a la reprise des réseaux du square, donc eau potable, eau usée, l'éclairage, l'électricité, bref. Je pense qu'on sera en mesure en début d'année de vous présenter un plan également avec toutes tout ce que nous a proposé l'architecte, qu'on doit revoir parce qu'on affine le travail, mais en tout cas on a déjà un chiffre. Par contre là on parle de la DETR. Oui. Il y a plus que ça, 2025. Je ne l'ai pas écrit, excusez-moi. Ah voilà. On ne va pas demander qu'à l'État. Il y a un pourcentage avec. Il y a la région, le département, etc. Donc je pense qu'il faut se le dire et l'écrire, qu'on va faire des demandes de subventions pour la tranche 2025, comme on le dit chaque fois, autant de subventions possibles, tout ce qu'on pourra, avec maintenant en plus la validation du projet Bourg-Centre. Donc on va aller demander à la région, au département, à l'État, et voir s'il n'y a pas... La DETR, il y a une date butoir. Mais la DETR, c'est effectivement le plus urgent, oui, par rapport à la date butoir. Mais quitte à prendre une délibération, parlons de toutes les pistes de financement, on ne reviendra pas dessus. Hein, voilà. Ouais. C'est le projet comme écrit l'histoire. Hein. C'est celui à peu près. Alors on a effectivement choisi, on l'avait dit au dernier conseil municipal, le même architecte. On n'est pas tout à fait dans le même type parce que, vous le verrez quand on vous présentera les plans, on a quand même un square existant. Contrairement à Poyestre, on a quand même des plantations existantes, donc on travaille le projet en améliorant l'existant, en transformant certaines choses, mais on garde les arbres existants et on garde le square tel qu'on le connaît. On va apporter des jeux, on va apporter des modifications, on va apporter du parking, comme ça a été dit. Sanitaire. Voilà. Le parking, c'est au parking, finalement c'est entre deux cimetières et entre deux maisons. L'accès au parking. Bon, vous verrez, monsieur Jaubert, il y aura du stationnement des deux côtés. C'est une surprise. Il y aura des stationnements des deux côtés, puisque je pense me souvenir que la municipalité précédente avait fait l'acquisition d'un bâtiment côté avenue Jonker. Donc il y aura des accès et du stationnement des deux côtés. Voilà. Sachant qu'on a aussi fait l'acquisition d'un terrain côté rue de Roubaud. Voilà. Donc c'est vraiment un projet global avec 3 accès, du stationnement, des jeux, de la végétation, des équipements sportifs. Qu'est-ce qui vous embarrasse ? La remise de nouveau sanitaire, une scène, etc. Donc c'est vraiment un gros projet. Et il sera toujours opérationnel pour les festivités d'été. C'est pas le montant des subventions que vous allez chercher au maximum, j'en doute pas. Mais pour un square, quand même, 1 300 000. Hein. Budget global du projet estimé. Budget global du projet estimé, qui sera fait sur plusieurs phases. Sur la première phase, évidemment, on partirait plutôt sur 300 400 000 €, je crois. Voilà. Et donc, effectivement, ça sera fait en plusieurs phases. Donc, d'autres questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Pardon? Moi, je m'abstiens. Abstention. Ok. Alors, sur l'ordre du jour, nous avons terminé. On a deux... alors, un premier... En questions diverses, j'ai un premier point, c'est concernant le CCAS. Nous avons voté au budget primitif 2024 une subvention de fonctionnement au CCAS de 30 000 €.
Cette subvention, vous le savez tous, qui vise à soutenir les actions de CCAS sur l'instruction des dossiers, l'accompagnement administratif, les aides d'urgence, etc. Conformément à la réglementation, le versement de cette subvention nécessite l'établissement d'une convention qu'on n'avait pas jusque-là. Donc cette convention formalise les modalités de versement de la subvention, qui sera versée sur un appel de fonds émanant du CCAS. Elle formalise le rôle de la mairie dans la gestion administrative et financière de ce versement et les responsabilités des deux parties. La convention est conclue pour une durée d'1 an à compter de la date du vote du budget primitif et sera renouvelée chaque année. Donc la convention, c'est simplement de dire que la commune verse 30 000 € au CCAS pour l'aider dans son fonctionnement et à son équilibre budgétaire. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut désormais le formaliser par une convention. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Après, il y a un autre point qu'on n'avait pas mis à l'ordre du jour, mais sur lequel il faut une validation pour signer également une convention. C'est Madame Casteil qui va vous en parler. C'est le programme Éco-Pouce, qui est... je laisse Marie-Hélène vous en parler. Voilà. Merci. Le programme Éco-Pouce est le nouveau nom du programme, de l'ancien programme OATI à l'école. C'est une initiative labellisée par le ministère de la Transition écologique qui vise à sensibiliser les élèves de maternelle et d'élémentaire à la transition écologique. À travers des ateliers en classe, des supports pédagogiques et des concours créatifs, il permet aux enfants d'apprendre des gestes éco-responsables tout en impliquant leur famille. Le syndicat départemental d'énergie et d'électricité du pays catalan, le CIDEL 66, propose de déployer ce programme dans les classes élémentaires de l'école Oncle Jules pour l'année scolaire 2024-2027. Le coût total s'élève à 5 904 € TTC, dont 4 723 € seront pris en charge via les certificats d'économie d'énergie, les C2E, laissant un reste à charge pour la commune de 1 180 €. La convention avec le CIDEL 66 précise les engagements de chaque partie. La commune s'engage à identifier les classes participantes et à fournir les informations nécessaires, tandis que le CIDEL 66 assurera la coordination, le suivi et le financement partiel. Il est proposé au conseil municipal d'approuver cette convention et d'autoriser monsieur le maire à la signer, permettant ainsi à notre commune de participer activement à cette démarche éducative et écologique reconnue au niveau national. Donc, pardon. Bravo. Alors en fait, il y a 6 classes de comptabilisées. Donc à ce jour, je disais avec M. Pontounet qu'on ne savait pas encore si toutes les classes avaient été inscrites. Nous nous en occupons là, mais en fait, s'il y a plus de classes, il faudra faire peut-être un avenant, enfin, je sais pas, certainement. Mais pour l'instant, il y a 6 classes sûres d'inscrits. Donc, et les familles seront impliquées aussi dans le dispositif, en fait, à travers leurs enfants. Donc, il faut approuver. Pas de questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Oui. Monsieur Jaubert. Je suis désolé. Non, le 17 septembre, il y a la mairie de Lupian qui m'a envoyé un courrier pour dire qu'ils avaient l'intention d'améliorer le chemin qui part de la cave coopérative pour aller jusqu'à les bâtiments chez Marin. Juste la section après le gué de la Doue. Oui. Voilà. Et il m'avait dit ça. Hein. C'est M. Tinière. Oui, deuxième adjoint. Oui, c'est ça. Je l'avais contacté, je lui ai dit, bon, vous me mettez au courant quand vous faites les travaux. Finalement, je suis revenu et j'ai vu que les travaux avaient été faits. J'ai rappelé M. Tinière qui m'a dit, j'étais pas au courant que les travaux avaient été faits. Oui. Bon. Mais là, ma grande surprise, c'est que Lupian, sur la commune de Lupian, m'avait avisé qu'il allait arranger. Par contre, alors là, j'ai vu que sur la commune de Pontéan, de la cave coopérative jusqu'à Sedé, ça a été goudronné intégralement.
Oui, par la même entreprise et en même temps que l'UPIA. Bon, alors, je voudrais savoir, moi, si c'est un chemin rural, alors, si c'est un chemin communal, si ce n'était point un chemin communal, nous ne l'aurions pas fait. Mais pour le moment, anciennement, c'était quand même un chemin rural, vicinal exactement, sur le cadastral. Donc c'est rural. Hein, bon, mais après, là, excusez-moi. Même bon, si déjà, quand on fait des travaux, ce serait bien quand même que les propriétaires riverains... On n'a jamais informé les riverains chaque fois qu'on fait des travaux. Nous avons fait récemment le chemin de Nils jusqu'à l'étang de Nils. Nous n'avons pas informé chaque propriétaire de parcelle du fait que nous allons faire ce chemin. Mais le chemin de Nils, quand on fait des choses positives, je ne vois pas l'intérêt de prévenir. Hein. Le chemin qui finalement permet d'accéder à la déchetterie rapidement, j'y suis passé ce matin, c'est un chemin anciennement rural qui a été goudronné et qui finalement doit faire une largeur de 3 mètres, 3 mètres 50. Moi là, au départ, il y a 5 mètres de largeur. Et de deux côtés, il y a des vignes, et finalement les souches, et bien, il y a du goudron au pied des souches. C'est tout, hein, ce que je suis en train de dire. Et ça, c'est un truc, à mon avis, d'abord, il aurait fallu qu'on le signale, le propriétaire, ça ne coûte rien. L'UPIA m'a signalé, pas Pontéan. Et en plus, quand vous allez voir ce truc, c'est plus large que l'avenue de la Gare. Et à l'avenue de la Gare, pour que les gens n'arrivent pas vite, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez des ralentisseurs. Mais là, les mecs, ils vont se régaler parce qu'il n'y a pas de ralentisseur, et ça fait 5 mètres de largeur. Hein, et les souches, de deux côtés, il y a les souches, elles sont sous le goudron. Voilà. Donc je suis surpris. Monsieur Jobert, ce qui ont peut-être sur la commune, c'est 350 mètres. Chez moi? Non. Moi, la parcelle, il y a 600 mètres. De Pontéa au Gué, là. Non, il y a 600 mètres. Non, mais la question n'est pas là. J'ose espérer que l'entreprise qui a fait les travaux n'a pas fait déborder l'enrobé sur les propriétés. Eh bien, écoutez, sinon, il y a un souci. Moi, je me permets de dire ça. J'ai rendez-vous demain avec M. Tinière. Je l'ai appelé ce matin, j'ai rendez-vous demain. Pour que, du côté de l'UPIA, si vous voulez, ils ont respecté finalement l'emprise du chemin vicinal ou rural. Et pourquoi ils l'auraient respecté d'un côté et pas de l'autre? C'est la même entreprise. C'est la même entreprise qui l'a fait. Le mieux, c'est que vos services aillent voir pour savoir si moi je dis la vérité ou quoi. Oui, mais je ne mets pas en cause. Moi, sur la commune de l'UPIA, j'ai l'impression que l'ancien chemin, il a été mis à plat, il a été goudronné, et sur la commune de Pontéan, il a été mis à plat, il a été goudronné. Mais les ceps de vigne qui avaient au moins 50 cm de chaque côté, ils ne les ont plus. Et les amarres, des fils de fer, elles sont sur le goudron, voilà, c'est tout. Bon, il y a ça, Puis ensuite, bon, j'ai quand même un conseil à donner. Bon, j'adore les gens qui s'occupent de la nature, j'adore les gens. Et quand je vois le boulot que vous faites pour préserver les acacias de l'avenue de la Gare, c'est très très bien, tous ces gens, les bénévoles, c'est très très bien. Et quand je compte le nombre de piquets, je les ai comptés ce matin, il y en a 50 de piquets. Ça veut dire que de là jusqu'à l'entrée à la CAP coopérative, il risque d'y avoir 50 acacias. Je crois qu'il vaut mieux d'essayer de préserver les acacias qui sont actuellement en place et qui se font dévorer par le lierre. Je crois qu'il vaut mieux les préserver, ceux-là. Et après, plutôt que d'en mettre 50, il vaudrait mieux peut-être en mettre, je ne sais pas, 20 ou 15. Et que ce soit bien réparti. En fait, c'est l'association Éconature qui est interrogée. Non, mais ils sont très bien. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, c'est pas la commune, là. Non, je veux dire, mais tu n'es pas obligé de répondre, du coup. Parce que l'association Éconature, tu n'en es pas la présidente. Là. Ah, ben moi j'avais l'impression quand même que ce côté-là, c'était le domaine public. Et qu'on n'a pas le droit d'intervenir sur le domaine public si finalement le représentant du domaine public n'est pas au courant. C'est pour ça que moi je me permets... Je n'ai pas dit que je n'étais pas au courant, je n'ai pas dit non plus que je n'avais pas donné mon feu vert, mais le nombre de plantations ou le nombre de piquets, comme vous dites, M. Jobert, bon, ben nous, on fait confiance à l'association Éconature. Alors, est-ce qu'il y a... Excusez-moi, mais moi les piquets, je les ai compris en voiture parce que les piquets sont tellement orangés. Alors, si vous me permettez de répondre, on n'a pas compté les piquets. On a préservé avec les piquets des acacias naissants qui étaient chaque année faucardés. Et on a dernièrement essayé de compléter les trous dans les espaces trop vides
On a transplanté quelques acacias jeunes naissants qu'on a prélevés dans le fossé, là où c'est curé et donc là où ils auraient été arrachés et détruits. On les a récupérés et on les a plantés sur le bord de la chaussée. On a vu avec le responsable des services techniques la distance à respecter pour ne pas être trop près de la chaussée. Sachez bien, Monsieur Jaubert, que sur ces 50 piquets, puisque vous dites qu'il y a 50 piquets, je vous crois. Il peut y en avoir 48. Hein. Oui, bon, sur la quantité de ces piquets, notez bien que tous les acacias ne vont pas survivre avec les problèmes de sécheresse que nous avons. Mais il est semblé important au niveau de la conservation du patrimoine naturel de reconstituer cette haie d'acacia qui était, vous avez dû la connaître beaucoup plus garnie quand vous étiez adolescent. Et donc en fait c'était important de reconstituer cette haie. Maintenant tous les acacias qui sont marqués d'un piquet, à mon avis, ne résisteront pas à la sécheresse. Mais à l'inverse, j'ai envie de dire, et même s'ils résistent, en quoi c'est gênant? En quoi c'est gênant? Oui, en quoi c'est gênant? Il y a une agouille, un fossé pour évacuer l'eau qui vient du village. Bon. Oui, mais ça... oui, mais l'agouille, elle peut être curée, hein, elle peut être curée, l'agouille. Oui. Eh bien, écoutez, excusez-moi, mais l'agouille, quand il n'y a pas d'armes, c'est plus facile de la curer que quand il y a des arbres. Quand il y en a 10, quand il y en a 10, c'est simple. Mais quand il y en a 50, c'est... Attendez, et moi je sais, puisque là je l'ai curé, il y a peut-être un mois ou 3 semaines, je l'ai curé de mon côté. Bon, moi, il n'y a aucun problème. Mais par contre, là maintenant, ils arrivent avec un bon matériel. Et bien, au niveau des ralentisseurs, déjà, il n'arrive plus à curer. Et chaque fois qu'il y a un piquet maintenant, eh ben, il ne va pas curer non seulement au piquet, mais le côté versant du fossé. Voilà, c'est tout ce que je dis. Voilà. Enfin, vous me donnez un peu d'espoir, parce que vous me dites sur les 50 ou 48 peut-être, bien que l'acacia, ce n'est pas rhizome qui se multiplie. Oui, c'est donc, pour si ça vous que... ayez un rhizome, pour en avoir 20 d'acacia. C'est pas évident que tous les acacias qui ont été transplantés survivent. Il vaudrait mieux, Madame Castet, il vaudrait mieux que les acacias qui ont des troncs comme ça, enlever le lien, pour qu'eux ils repartent, et après que vous en mettiez, mais que ce soit dispersé. Là, moi, au départ, au niveau de la cave coopérative, mais il y a des piquets, il ne faut pas tous les mettre. C'est joli, non? Ça fait sapin de Noël. Ça fait carnaval. Et voilà. Mais je crois quand même que c'est le rôle de la commune de savoir ce qu'on fait dans le domaine public. Non, mais à partir du moment où on va vers de la renaturation, vers de la mise en place de ces arbres qui nous manquent tant pour des îlots de fraîcheur par rapport à la sécheresse qu'on connaît, je veux dire, on ne peut pas aller contre ça. Après, il faudra trouver des solutions pour l'entretien de la gouille si ça pose un problème. Mais je pense que, comme dit Madame Casteil, on ne peut pas dire, je veux dire, qu'on met... Ouais, enfin, moi, je dis simplement, mais il y en a beaucoup trop. Voilà, il faut savoir il n'y a jamais trop d'arbres de nos jours. J'ai envie de dire, il n'y a jamais trop d'arbres. Il faut savoir... On peut mettre des arbres ailleurs, mais on en mettra. Mais c'est difficile de trouver d'autres endroits. Je peux vous assurer que nous avons cherché... à replanter des haies, mais c'est très difficile parce que même le long de la piste cyclable, il y a le réseau de la fibre optique, de la fibre optique, enfin, il y a des réseaux partout, alors c'est vraiment très difficile d'arriver à trouver des endroits où mettre des fleurs. Il y a le gaz qui passe alors. Il y a le gaz qui passe. Il y a le gaz qui passe. Oui, mais il y avait déjà une haie là quand même. C'était déjà un endroit qui était planté par des arbres, qui était colonisé par des arbres déjà précédemment. Et comme rappelait Mme Castel, il y a un moment que je l'appelais, moi cette haie, et je sais où étaient les arbres initialement, et vous passez les tranchées. Le projet est né en fait de gens qui étaient aussi, comme vous, adolescents sur ce village et qui ont la nostalgie de cette haie d'acacia. Voilà. Et donc,
Voilà d'où est né le projet. Et je trouve Chacun son point de vue. Mais de toute façon, on sera amené à planter des haies ailleurs, parce que de toute façon, il est bien reconnu qu'il nous faut planter des arbres et qu'il manque des haies pour retenir l'eau et pour désimperméabiliser les sols. On va pleurer peut-être là-dessus, mais... Il y avait les acacias, il y avait l'éclairage qui arrivait jusqu'à la cave quand même. Ça aussi. Ça, c'est un autre point. L'éclairage, c'est pas mon rayon. L'éclairage, il arrivait jusqu'à la cave. Bon, il n'y avait pas tous les 15 mètres, mais ça arrivait jusqu'à la cave. Hein. Et la cave payait les impôts aussi, non? Et non, il n'y a pas d'éclairage. Et il y avait le lurette. Ouais, dans quelques années, on n'aura plus d'éclairage du tout. Hein? C'est pour ça qu'il faut prendre des illuminations de Noël. Parce que l'éclairage n'est pas une obligation. Et quand on va vers la transition écologique, on diminue l'éclairage. Mais il y a des communes qui n'éclairent plus du tout. Il faut se dire les choses. Il faut le dire aussi. Bon, j'aimerais bien savoir qui. Pas trop. Pas trop. Il y en a qui en reviennent. Il y en a eu beaucoup. Hein. On verra. Non, mais moi je comprends, financièrement c'est plus intéressant. C'est la mode des choses de la vie. Mais à un moment donné, on va Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors moi, je voudrais juste vous dire que nous sommes au milieu de l'exposition du Club Objectif Image, qui est dans la salle des mariages jusqu'au 11, pardon. J'ai un doute. Qui est encore pour quelques jours dans la salle des mariages, que vous pouvez venir admirer sur deux thématiques, la thématique reflet et la thématique le bois Mirabette autrement. Et j'ai eu l'opportunité de choisir la photo qui allait être offerte à la municipalité et qui restera donc ici en mairie. Et c'est la photo prise au bois Mirabette qui est là en haut, donc de cette créature étrange que l'on reconnaît sur un tronc d'arbre. Donc voilà. C'est à qui? Justement, bonne question. Dans celle de Laurent, c'est... La photo gagnante était une photo réalisée par Laurent Mestre, et donc elle a été remise par tirage au sort à une gagnante. Voilà. Et je terminerai en vous rappelant que dimanche, c'est le marché de Noël, donc que j'espère vous croiser toutes et tous dans la journée à l'espace Simone Ali, avec 32 exposants sur les deux salles. Les châteaux gonflables, le Père Noël, les sculptures sur ballon, la calèche, le stand des maquillages et bien sûr le snack et la buvette organisés par Récréaction. Et je ne sais pas s'il y a encore la possibilité de réserver des repas auprès de l'association Récréaction, mais n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Et à tout le... C'est prolongé jusqu'à mercredi, jusqu'à aujourd'hui. Donc ben voilà. Appelez Récréaction ce soir. Donc, en tout cas, rendez-vous au marché de Noël dimanche. Merci à toutes et à tous et on peut lever la séance.